Hey salut, bienvenue dans un nouvel épisode de QA. Et aujourd'hui on va faire le relooking mythologique de deux personnages qui te laissent pas de marbre. C'est Persée et Méduse. Qui te laissent pas de marbre. Ah t'as compris parce que Méduse. Alors c'est qui Persée? Pour commencer déjà c'est encore un fils de Zeus. Maintenant on sait que Zeus il a tendance un peu à répandre son patrimoine génétique dans tous les utérus qu'il croise. Cette fois Zeus s'est épris de Danaé, une très belle mortelle qui est la fille du roi Acrisios, qui est le roi d'Argos. Le seul problème c'est que un oracle a prédit à Acrisios que sa fille Danaé mettrait au monde un fils qui le tuerait. Donc ça l'emmerde un petit peu. Alors pour éviter que sa fille ne kick, il l'enferme dans une tour. Ça c'est sa solution. Il la tue pas parce que ça c'est très mal vu par les dieux de tuer sa famille, donc il a pas envie de se prendre leur colère. Donc Danaé est enfermée dans sa tour, mais ça empêche pas Zeus de s'enticher d'elle, et il trouve un nouveau stratagème pour rentrer dans la tour. Il se transforme en pluie d'or et pénètre ainsi la tour, ainsi que Danaé. Donc Danaé se retrouve enceinte sans que son père le sache, et oui c'est un peu la loose de se retrouver enceinte parce qu'il pleut, et elle accouche en cachette, mais le bébé Persée fait trop de bruit et Acrisios finit par les griller. Donc il panique, et pour se débarrasser de sa fille et du bébé meurtrier, comme il peut pas les tuer parce que j'ai dit la colère des dieux tout ça, il les enferme dans un coffre et les fout à la mer. Bon débarras. Le coffre dérive un moment et puis finit par accoster sur l'île de Seriphos, où Danaé et son fils sont recueillis par un pauvre pêcheur qui est là, qui s'appelle Dictys. Persée grandit tranquillement sur l'île, élevé par Dictys et par sa mère, jusqu'au jour où arrive Polydectès, qui est le frère de Dictys, qui est aussi le roi de l'île, et qui tombe complètement amoureux de Danaé. Il voudrait bien se la pécho, mais du coup il y a son fils Persée qui risque de gêner, alors il met en place un stratagème. Il organise une soirée où tout le monde est obligé d'apporter un cadeau, et il invite Persée, mais il sait qu'il est très pauvre, donc il pourra pas faire de cadeau. Il est pauvre. Du coup, pour se racheter, Persée fanfaronne un peu et dit qu'il va rapporter la tête de Méduse. Ce qui est un peu prétentieux de sa part parce que Méduse c'est une gorgone, c'est une espèce de monstre avec des ailes en or, des défenses de sanglier, des cheveux en serpent et qui te pétrifie d'un seul regard. Oui, c'est assez chelou, je sais pas où est-ce que les Grecs ils sont allés chercher tout ça, mais ça doit être symbolique. Bonjour. Bah non, les Grecs sont pas plus tordus que nous. Depuis Freud, le papa de la psychanalyse, les mythes, les légendes, les œuvres littéraires d'une manière générale sont utilisées pour illustrer les concepts psychanalytiques. Les œuvres sont des productions de l'esprit, et donc elles sont soumises aux mêmes lois supposées du fonctionnement de l'inconscient, ce haut lieu de désirs dégueulasses et peu avouables. Et donc papa Freud a proposé une lecture assez intéressante du mythe de la Méduse. Pour lui, la décapitation de la Méduse... Attends, j'ai pas encore dit ça, tu spoil là. Je n'ai rien à foutre. Donc la décapitation de la Méduse est une illustration de l'angoisse de castration. Alors dans la psychanalyse, la peur de la castration traverse tous les enfants au moment où ils découvrent la nudité des corps et la différence des sexes. Quand un petit garçon voit une femme nue, il découvre quelqu'un qui, selon lui, n'a pas de pénis. Et donc il l'a perdu. Il se dit ça, et il se dit tout de suite après, si elle l'a perdu, ça veut dire que moi aussi je peux le perdre. Et il se le dit généralement quand il joue au vilain garçon. Parce qu'à l'époque de Freud, c'était assez courant de menacer un enfant de la lui couper quand il était curieux et décidait de jouer avec. Donc, la tête de la Méduse, si elle rend rigide d'effroi, c'est parce qu'elle est une métaphore du sexe féminin. Une image choquante qui nous ramène à des angoisses ancestrales où l'on pensait qu'on pouvait se faire couper son pim-pim, son zouzou, sa caquette, son trilili, sa pépette, son roudoudou. Mais c'est aussi une image qui nous excite sexuellement, nous, cis hétérosexuels. Pas étonnant donc si la tête de la Méduse nous rend durs comme de la pierre. Enfin bon, pas étonnant pour Freud. L'erreur de Freud a sans doute été de faire de facteurs socioculturels liés à l'époque, une société victorienne très hardcore et très secrète sur la question du sexe, des trucs valables pour tout le monde, quelle que soit l'époque et quelle que soit la situation géographique. Mais ça, si vous voulez le prouver, il fallait le tester. Ok, merci Jeff. Pas de problème. Par contre, Méduse a pas toujours été un monstre. Il y a certaines versions du mythe qui disent qu'avant c'était une très belle jeune fille et que Poséidon se serait entiché d'elle. Et en fait, il l'aurait violée dans le temple d'Athéna. Or, Athéna, c'est un peu la déesse vierge qui apprécie pas trop qu'on profane son temple de cette façon. Donc, pour punir Méduse, elle a transformé en ce monstre que je vous ai décrit. Du coup, c'est sympa, t'es violée et t'es puni, un peu comme en Arabie Saoudite. Oh non, je peux pas te laisser dire ça. Non mais c'est pas aussi simple que ça. Tu te fais pas punir parce que tu t'es fait violer, faut de bonnes raisons. Par exemple, une fille qui se fait violer et qui voudrait porter plainte. Suffit que son agresseur dise que c'était une prostituée et elle va en prison. Ou elle peut aussi se faire exécuter, enfin un truc justifiable quoi. Parce que là-bas c'est pas très légal la prostitution. Ou alors il y a aussi des cas où des victimes ont voulu prévenir les médias, histoire que ça se sache. Sauf que elles jettent le déshonneur sur elles et leur famille, c'est pas très Charlie. Du coup, elles se retrouvent emprisonnées. C'est un peu comme dans l'État islamique. Mais Dave, ça a rien à voir avec Persée là. Et alors? Tu vas faire quoi?
Certaines versions disent aussi que Méduse vit avec ses 2 sœurs dans une contrée lointaine qui varie suivant les versions, et elle est la seule des 3 sœurs à être mortelle. Et oui, c'est la louche jusqu'au bout. Attends, tu veux dire qu'elle est censée être moche en fait? Bah, défense de sanglier, c'est pas super sexy, non? Ah, on est loin d'Uma Thurman. Bah quoi? Bah déjà récemment, on a pu voir 2 incarnations de la Méduse dans 2 films qui sont sortis la même année, le remake du Choc des Titans et dans Percy Jackson. Dans le premier, Méduse est incarnée par le mannequin russe Natalia Vodianova, toute CGI vêtue. Visage d'ange et corps de cobra, elle affronte un Sam Worthington encore plein d'espoir sur sa future carrière à l'aide de son arc. En fait, le seul moyen pour Percy de vaincre le Kraken, c'est de récupérer sa tête. Attends, le Kraken dans Percé, mais c'est n'importe quoi, ça, le Kraken, c'est un truc scandinave? Ah non, mais c'est une réappropriation maintenant, le Kraken ça parle plus aux gens, tu vois. T'as beaucoup de fans du premier Choc des Titans qui considèrent que l'affrontement entre Percé et Médusa c'est un peu la meilleure scène du film en fait. C'est Harry Ozon lui-même qui lassait des représentations de la Gorgone avec un joli visage de femme qui lui donne un peu ce côté reptile pour lui donner une allure vraiment dramatique. En fait l'apparition de Médusa dans Percy Jackson elle ferait surtout à rire. C'est la première adaptation des romans de fantasy de Rick Riordan, met en scène les dieux et déesses de la mythologie grecque mais dans notre société moderne. Ici ce sont genre Percy Jackson donc qui est le fils de Poséidon, Annabeth, la fille d'Athéna, et le satyre Grover qui affrontent la créature sous les traits d'Uma Thurman dans son jardin. En fait, mis à part d'avoir des serpents dans les cheveux, son apparence est tout à fait humaine cette fois, elle est habillée en cuir et tout quoi. Adaptation moderne oblige, Percy utilise le reflet de son iPod Touch au lieu de prendre un bouclier pour pouvoir la décapiter. Ah ouais, Percy Jackson, c'est une sacrée réinterprétation en effet. Bon, en même temps, c'est le propre de la mythologie, hein, même dans l'Antiquité, d'être tout le temps réécrite. Hein. Ben merci Mel. De rien. Donc Percé promet de ramener la tête de la Méduse, ce que personne n'a jamais réussi à faire vu qu'elle pétrifie les gens. Et Polydectès, qui veut niquer sa maman là, s'en frotte bien les mains du coup parce qu'il va pouvoir s'en débarrasser de Percé. Pas de sa maman. Mais Percé est l'élu des dieux, et ces derniers vont lui apporter de l'aide qui varie un peu suivant les versions. Parfois on dit que c'est Hermès qui lui prête ses sandales ailées qui permettent de voler, le casque d'Hadès qui rend invisible, ainsi qu'une besace pour mettre la tête de Méduse dedans parce que même une fois coupée, elle continue d'agir. Certaines versions disent aussi qu'Héphaïstos lui donne une épée courbée pour trancher la tête de Méduse, et Athéna un bouclier miroir qui permet de l'affronter sans la regarder directement, pour pas être pétrifiée. Mais pour accéder aux Gorgones, Percé doit aussi affronter leurs sœurs et gardiennes, les Grées. Les Grées, ce sont 3 vieilles femmes qui n'ont qu'un œil et qu'une dent pour 3. Donc quand l'une peut regarder, l'autre peut manger et la dernière peut dormir. Ouais, ok, on a probablement fait plus terrible comme adversaire que 3 vieilles croûtes, un tiers édentées et aveugles, mais c'est surtout qu'elles peuvent aussi alerter les Gorgones. Dans certaines versions, ce sont aussi elles qui détiennent les informations de où se trouve la besace, par exemple, donc Percé veut leur soutirer cette info. Donc pour contrer les Grées, Percé doit attendre le seul moment où elles sont vulnérables. C'est le moment où elles se passent l'œil. En fait, à ce moment-là, personne ne détient l'œil et donc elles sont aveugles. Et donc il chope l'œil et le balance dans un lac voisin. Et donc Percé fonce tuer Méduse. En chemin, il passe dans une forêt de gens pétrifiés, c'est toutes les personnes qui ont approché de trop près la Gorgone. Et donc elle est en train de dormir, il s'approche en marchant en reculons avec son bouclier miroir pour pas la regarder en face, et hop, il lui tranche la tête. Du sang de Méduse naissent 2 créatures, Pégase, le cheval ailé, et Chrysaor, un guerrier. L'armole. Peut-être parce que Pégase, cheval ailé, Corée du Nord, dictature, le mal. En fait, l'un des emblèmes de la Corée du Nord, et aussi le surnom de son équipe de foot, et aussi le nom d'une des lignes de métro de la capitale, c'est Cholima, un cheval ailé. Il vient à l'origine de la mythologie chinoise, et son nom, Cholima, ça signifie le cheval qui parcourt 1000 lis en une journée, soit environ 400 km. C'est donc un cheval qui est trop balèze, trop rapide, tout ça, tout comme le peuple nord-coréen, soi-disant. Et puis c'est marrant qu'en Occident, le serpent est quasiment systématiquement associé à quelque chose de négatif, un danger, le mal, tout ça, alors que c'est pas le cas partout. Moi je pense à l'île de Jeju, qui est toujours au sud de la péninsule coréenne pour rester dans le thème, qui ont pas mal de cultes et de mythes chamaniques autour des serpents. Mais chez les Grecs anciens, le serpent ça peut aussi être un symbole apotropaïque qui te protège en fait. Je viens d'y penser. Il y a l'histoire de la déesse Chilsong. Au départ, elle, c'était une jeune fille qui est tombée enceinte avant le mariage parce qu'elle avait fait du sexe et c'est pas bien. Du coup, ses parents, ils l'ont jetée dans une boîte en fer et ils l'ont jetée à la mer. Du coup, ça fait penser à Danae. Mais elle ne meurt pas. Et alors qu'elle dérive dans sa boîte en fer jusque l'île de Jeju, elle se transforme en serpent et donne naissance à 7 enfants, serpents eux aussi. Elle arrive dans un village et les gens ils flippent parce que c'est un serpent. Du coup, ils l'abandonnent. Du coup, elle est triste. Alors elle les maudit et ils tombent tous malades. Et là, ils disent « Oh non, en fait, c'était une déesse !» Alors du coup, ils la vénèrent. Mais alors du coup, c'est le dieu local du village, il est jaloux. Du coup, il la chasse. Non! Mais ça va quand même parce qu'il y a une famille qui l'a recueillie et elle les rend super riches. Et alors, tous les gens sur l'île se mettent à vénérer cette déesse qui devient une déesse de la maison et de la prospérité. Et ces 7 enfants serpents deviennent également des dieux. Merci chat. Non mais j'ai pas fini. C'est donc pour ça que sur cette île, les habitants, en particulier les femmes, vénèrent les serpents qui sont censés apporter la prospérité, le calme et la YouTube money.
Persée met donc la tête de Méduse dans la besace et poursuit son chemin. Mais c'est pas fini, parce que sur le chemin du retour, il connaît encore plein de péripéties. Persée passe aussi en Éthiopie, ce qui ne correspond pas du tout à notre Éthiopie actuelle, mais c'est une contrée légendaire dans la mythologie gréco-romaine. Il arrive là-bas et il voit une belle femme nue enchaînée à un rocher. Elle est nue. C'est Andromède qui se retrouve là parce que sa mère Cassiopée, qui est la reine d'Éthiopie, se l'est un petit peu trop pété en se prétendant plus belle que les Néréides, qui sont des nymphes marines. Poséidon, le dieu de la mer, a envoyé pour les venger un monstre marin qui ravage le pays. Et on a dit à Céphée, le père d'Andromède et le mari de Cassiopée, que le seul moyen de calmer le monstre et d'apaiser tout ça, c'était de lui donner à bouffer sa fille. La mythologie c'est sympa, j'ai pas mon panneau. Donc Andromède en est là quand Persée arrive, et il flash grave sur elle, et du coup il négocie avec sa famille de buter le monstre et en échange d'avoir la main d'Andromède. Ce qui est chose faite, et du coup il tue le monstre. Hé, Andromède c'était trop mon chevalier du zodiaque préféré. C'est une belle histoire, Bled. Oui. T'as pas un truc plus intelligent à dire là, sinon? Je veux bien essayer, mais c'est chaud, tu sais, Persée, il a pas excité masse de compositeurs en vrai. Par exemple, vu qu'on parlait d'Andromède, il y a bien l'opéra Andromède de Francesco Manelli, qui a été composé en 1637 sur un livret de Benedetto Ferrari. Par contre, c'est ballot, on a perdu la partition, du coup, je peux pas parler de musique. Il reste que le livret. Des os, pas des os. Et puis bien sûr, il y a la tragédie en musique de Lully, composée en 1682 sur un livret de Queneau. Et là, on est dans un ouvrage à la française, dans la plus pure tradition, avec une bonne grosse ouverture, avec des trucs ornés dans tous les sens, des notes pointées, et de la danse. Putain, ça danse, hein. C'est considéré aujourd'hui encore comme l'une des meilleures œuvres du duo Lully-Queneau et c'est un admirable condensé de ce qui se faisait à l'époque en France. Et puis, hélas, y a pas grand chose de plus à dire sur Persée en fait. Vous avez dû remarquer que les deux seuls ouvrages dont je vous ai parlé datent du XVIIe siècle et c'est pas tellement étonnant. En fait, à l'époque baroque, on raffolait des sujets mythologiques à l'opéra, surtout en France. Et en plus, la mythologie avec les dieux et tout, ça permettait d'utiliser des grosses machines et tout pour faire des effets spéciaux et tout. Avec des poops. Alors pas trop à l'opéra quand même, mais bon. Dans les tableaux, il y en a un. Ouais, peut-être. Enfin bref, voilà, parce qu'à l'époque, il y avait pas Michael Bay pour faire péter des voitures. Il y avait même pas de voiture à faire péter en fait. Tout ce qu'on avait, c'était des perruques et la petite vérole. Ambiance, tu sais. Et puis après la période baroque, on se désintéresse un petit peu des sujets mythologiques pour aborder à la période classique des sujets plus littéraires et carrément, à l'époque romantique, l'histoire avec un grand H, avec des grandes fresques, des épopées, des trucs de malade. La bonne grosse histoire des familles. Truc chiant. J'adore l'histoire. J'ai une chaîne d'histoire. Abonne-toi. Par contre, il y a toujours des explosions. Ça pète, bordel de merde. Si vous croyez que c'est le cinéma américain qui a inventé le fait que les artistes aiment faire péter des trucs, vous avez jamais été à l'opéra au siècle dernier, hein, c'est clair. Parce que toi, oui. Meuf, c'est super mal poli de sous-entendre des trucs sur l'âge de quelqu'un comme ça. Je me casse. Bref, donc Persée va laver son épée du sang du monstre et il pose la besace avec la tête de Méduse sur des algues au bord de l'eau. Or, un bout d'algue entre en contact avec la tête de Méduse et se durcit instantanément. Et les nymphes marines qui voient ce résultat le reproduisent au fond de l'eau parce qu'elles trouvent ça rigolo et c'est ainsi que naît le corail. Le saviez-tu? Vous faites quoi? De là. Tiens, en parlant de corail, tu sais comment on appelle celui-là? Du corail? Ah, c'est vrai que ça ressemble un petit peu à une algue pétrifiée. Mais c'est pas tout, parce que celui-là, on l'appelle Gorgone. C'est cocasse, non? Ouais, c'est médusant. Et pour le coup, la légende de Persée est pas trop à l'ouest. Parce que le squelette là, du corail, c'est un squelette en calcaire, c'est un peu comme de la roche. Par contre, la partie vivante du corail, c'est bien un animal, enfin des animaux. Le corail, en fait, c'est une colonie d'animaux qui sont reliés les uns aux autres. Chaque petit animal ressemble en fait à ça. Non, à ça. C'est un polype. Polype, en fait, en grec, ça signifie plusieurs pieds. Mais en fait, c'est pas des pieds, ce sont des tentacules. Ouais. Le lien avec Méduse, il est un petit peu tiré par les serpents là, non? Non, il y a un vrai lien entre coraux et méduses, un lien biologique, c'est qu'ils appartiennent tous deux au groupe des cnidaires, dans lequel on retrouve aussi les anémones et les hydres. Ah, l'hydre! Comme dans la vidéo que j'ai tournée avec l'autre débile là. Précisément. Un peu plus facial. Et c'est ballot parce qu'il aurait pu dire que le naturaliste Carl von Linné avait appelé cet animal, une hydre, en référence à l'hydre de Lerne, de par ses capacités régénératives. Mais aussi parce que ces animaux ne semblent pas vieillir, un peu comme s'ils étaient immortels. Ah mais attends, anémone c'est aussi une référence à la mythologie. En fait c'est une fleur qui est née du sang d'Adonis qui est mort à la chasse et des larmes d'Aphrodite qui était son amante. Ouais, c'est vrai que les biologistes pour le coup sont pas trop cassés la tête, ils ont juste remarqué que les anémones de mer là qu'on voit là, avaient grosso merdo la même tronche que des fleurs d'anémone. Avec les pétales, le piscis, les isamines. Mais en fait c'est une anémone de mer. Mais du coup finalement il y en a aucune qui ressemble aux méduses qu'on voit dans la mer, non? Ah bah en fait les méduses, on les trouve dans un sous-groupe de cnidaires, les médusozoaires. Mais tu peux voir le lien de plan d'organisation entre un polype et une méduse, je vais te montrer, attends. Voilà en fait, une méduse c'est juste un polype aplati. Et on voit d'ailleurs la ressemblance avec la tête de la gorgone, hein. Ici sa tête, et la chevelure faite de serpents qui sont ici des tentacules.
Et d'ailleurs, parmi les méduses, on trouve aussi un genre de méduse aux couleurs dorées qu'on appelle Chrysaora. Ah, tiens, comme Chrysaor, le guerrier qui naît des blessures de méduse. Et si tu veux aller plus loin sur ce charmant petit animal qu'est la méduse, tu peux aller voir la vidéo du Dr Nozman qui a observé des méduses, ou tu peux aussi aller voir une autre vidéo de Strange Stuff and Funky Things qui parle de méduses qui marchent. Et ouais, ma gueule. Mais du coup, ces noms d'animaux, là, ils ont été donnés plutôt assez tard, genre 18e, 19e, non? Ouais, c'est Linné en fait qui s'est inspiré du mythe de la méduse pour nommer ces bestioles. Ouais. Cool story, bro. Le saviez-tu? Le saviez-tu? Le saviez-tu? Faut dire qu'avant lui, peu de gens se sont intéressés aux méduses, et en même temps, elles ont été étudiées 2 fois à ce qu'on pourrait appeler les 2 débuts de la biologie. Donc Linné, c'était la deuxième vague. Et la première? La première grande tentative de classification de vivants a été faite par Aristote, et ça concerne aussi les méduses. Il avait notamment remarqué une propriété commune aux polypes et aux méduses, le fait qu'ils sont tous les deux urticants. Du coup, il avait appelé les polypes cnidés et les méduses acalafées, ce qui fait référence à peu près à la même chose, des orties de mer. Donc Aristote a été naturaliste. Ouais, et l'histoire est rigolote. Autour de 347 avant notre ère, Platon meurt, et du coup son disciple Aristote quitte Athènes et va se réfugier sur l'île de Lesbos, à quelques encablures des côtes turques. Là-bas, lui et son ami Théophraste vont respectivement inventer 2 sciences, la zoologie et la botanique. Au bord du lagon de Calonie, Aristote va commencer la plus grande entreprise de naturalistes de toute l'Antiquité. Ouais, la plus grande entreprise dont on ait connaissance. Il y en a peut-être d'autres dont on n'a pas gardé la trace. En tout cas, sur place, il récolte et dissèque énormément d'organismes différents, curieux de comprendre leur fonctionnement. Il parle aux pêcheurs, compare l'anatomie des différentes espèces du lagon, bref, c'est toute la démarche empirique de la biologie qu'il fonde sur les côtes de cette petite île de la mer Égée. Il note tout méthodiquement et il finira par écrire Historia Animalium, un ouvrage qui est resté la référence pendant des siècles ensuite. Ouais, j'imagine que c'était aussi une référence parce que c'était un peu le seul du genre. Comme souvent avec les tentatives scientifiques grecques antiques, ouais. Mais il s'est pas arrêté là et il a tenté d'organiser ce qu'il observait, de faire de la classification. Même s'il s'est planté sur plein de choses, il a quand même fait des trucs très cool, comme notamment décrire la croissance d'un embryon de poule en disséquant un œuf. Ça, pour l'époque, c'était une prouesse. Oui, enfin de là à dire qu'il lance la biologie, c'est pas pareil. Ben, en vrai, si. Même si les erreurs qu'il a commises sont restées pendant des siècles à la référence, on peut quand même dire que l'acquisition de données boulimiques qu'il a eues a énormément influencé les générations de biologistes qui l'ont suivi. Je veux dire, le mec a quand même inventé la démarche naturaliste, c'est pas rien. D'autre part, lorsqu'il observait les animaux, il essayait de comprendre pourquoi certains avaient certaines morphologies et d'autres pas. Et certains chercheurs pensent très sérieusement que ce concept est à la base de celui d'adaptation en biologie. Bref, en 2 mots, l'apport d'Aristote en biologie est gigantesque. Sympa, allez, je continue. Poutou. Bref, donc Persée reprend sa route avec Andromède. Il revient sur l'île de Sériphos et délivre sa mère de Polydecte avec un petit coup de méduse. Puis il laisse la souveraineté de l'île au pêcheur Dictys et elle repart avec Andromède dans sa ville natale, Argos. Son grand-père, Acrisios, vous vous rappelez, qui avait peur de la prophétie qui disait que son petit-fils devait le tuer, apprenant qu'il revient, s'enfuit pour la Thessalie. Or, Persée y va aussi pour participer à des jeux. Or, un petit coup de disque lancé malencontreusement de travers et celui-ci atterrit dans la gueule d'Acrisios et le tue sur le coup. Comme quoi, avec une prophétie, tu peux pas tester. Persée partira ensuite en Asie et de lui descend le peuple perse, notamment le roi Cyrus le Grand. Vu que sa tâche est accomplie, Persée rend leurs accessoires aux dieux et il donne la tête de la méduse à Athéna qui la place sur son bouclier ou sur son armure. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, etc. comme d'habitude. Bah Nico, t'es pas en train de tourner? Ah non. Mais qui c'est qui filme?